Finalement, la question posée, c'est est-ce plutôt dans le sens d'une affirmation ou réellement d'une question? Donc l'oxygène est toxique ou l'oxygène est toxique? Je ne suis pas sûr que je vais vous apporter des réponses. Je vais peut-être vous apporter en tous les cas pas mal d'éléments pour y réfléchir. La première chose, c'est que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'oxygène, c'est un médicament depuis 1989 et il a l'AMM depuis 1997. Et d'ailleurs, comme tout bon médicament, il devrait avoir un certain nombre de règles. Aujourd'hui, il n'y a pas de service médical rendu pour l'oxygène. Et on devrait être capable de définir sa composition, ses indications, la dose toxique, la dose efficace, comment est-ce qu'on fait pour surveiller et vers quels objectifs, et comment est-ce qu'on définit un index thérapeutique. Eh bien, pour ce médicament de 250 ans, on ne le sait toujours pas. Alors, en fait, ce n'est pas étonnant parce que c'est assez compliqué, assez touffu, et il y a de quoi largement à se perdre. Donc, de quoi on parle quand on dit que l'oxygène est toxique ou pas? On peut parler de la PaO2, de la pression partielle artérielle en oxygène, de la saturation artérielle en oxygène ou de la SpO2, et là ça commence à compliquer la relation, de la pression alvéolaire en oxygène ou de la FiO2, puis je tairai tout ce qui est transport, etc. Ça a fait l'objet de beaucoup d'autres débats. Mais même quand on s'intéresse à ces déterminants, et je ne vais pas parler de la pression tissulaire, est-ce qu'on parle d'une pression tissulaire instantanée, la plus haute, la plus basse, la moyennée, pondérée sur le temps, pendant une journée, pendant 5 jours? Et vous allez voir que les études qui vont nous proposer des réflexions sur cette toxicité, elles mélangent tout. Donc ça va être compliqué de s'en ressortir. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça a été compliqué. Et puis, finalement, comme tout bon médicament, là, on a un peu l'impression que l'oxygène, c'est bon pour tous et ça se prescrit de la même façon pour tout le monde. C'est peut-être pas exactement ça. Parce que le malade va interagir avec l'oxygène. Les traitements, on connaît la bléomycine, la cordarone, le paraquat, vont réagir particulièrement avec l'oxygène et ce n'est pas des bonnes interactions. Mais finalement, quand est-ce qu'on met en place cette oxygénothérapie? Pendant combien de temps? Ça va probablement aussi impacter la répercussion. Et donc, la toxicité de l'oxygène, qui a été d'emblée, dès les découvertes de Lavoisier et de Priestley, mis en évidence, fait en permanence la balance avec est-ce que ce malade, je ne le mets pas dans une situation de risque liée à une hypoxémie trop importante? Alors finalement, on va essayer de voir plusieurs niveaux de l'oxygène. On va voir la FiO2, la PaO2 et un exemple sur un groupe de malades particulier. Alors en matière de FiO2, là je voudrais rendre hommage à nos amis les bêtes, nos compagnons de tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que globalement, c'est plus de 50 études répertoriées dans la littérature, plus de 1300 animaux sacrifiés sur l'autel de la toxicité pulmonaire de l'oxygène. Globalement, entre 3 et 6 jours d'exposition à une FiO2 à 1 ou supérieure à 0,9, ces animaux meurent. Donc l'oxygène n'est pas toxique, mais les animaux meurent. Évidemment, nous sommes supérieurs aux animaux. Et d'ailleurs, ces travaux histologiques conduits dans les années 90 par Crapo, chez le babouin, qui est dans une cage hermétique, il n'est pas ventilé, il respire de l'oxygène pur. Ça, c'est une biopsie pulmonaire en microscopie électronique chez l'animal qui a respiré de l'air. Celui-ci, après 40 heures, il n'y a pas de modification histologique. Ça apparaît après 66 heures, où il commence à y avoir un épaississement de la barrière alvéolo-capillaire, une infiltration de polynucléaires neutrophiles. Ça se majeure à 80 heures. Et là, si on veut prolonger la ventilation et la survie de ces singes, il faut les intuber. Et lorsqu'on va jusqu'à 110 heures, on a là une déstructuration complète du poumon, un épaississement de la barrière alvéolo-capillaire, une infiltration avec de l'œdème interstitiel, de l'œdème alvéolaire, de l'infiltration par des polynucléaires. Ça me rappelle quelque chose, un peu comme du SDRA. Et ce qui est intéressant aussi, toujours dans les modèles animaux, c'est que l'oxygène n'agit pas tout seul. Je vous l'ai dit au tout début, il y a la façon dont on l'applique, mais à qui on l'applique et comment on va l'utiliser. Et il y a beaucoup de données dans la littérature de l'interaction de l'oxygène avec, par exemple, le choc hémorragique, avec la ventilation mécanique chez le lapin, chez le cochon, chez le mouton. Et là, chez la souris, simplement pour faire le lien aussi avec quelque chose qui nous a quand même interpellés pendant quelques mois et de nombreux mois, ce sont des souris qui sont de la même portée. Il y en a qui vont être exposées à de l'air et de l'autre à de l'hyperoxie. En même temps, on leur fait une agression virale du H3N2. Et donc, vous voyez, ces souris qui sont exposées à l'air, elles ont un parenchyme pulmonaire qui est finalement, somme toute, assez conservé, alors que celles qui sont exposées à l'hyperoxie et à l'agression virale
vont développer très rapidement une inflammation et de la fibrose. Alors passons un peu aux données humaines. En données humaines, il n'y a pas grand-chose. Alors j'aurais pu ressortir les papiers sur la bronchite, la trachéite, la toux, etc. Bon, ça ne convainc pas complètement. On a cette étude qui est assez intéressante, même si elle est rétrospective. Elle prend des données prospectives de 10 études conduites dans le cadre de la RDS Network. Et donc, on a les données, la ventilation était connue. Donc là aussi, c'est compliqué si on n'a pas fait attention à la façon dont on ventile ces malades. Alors, les auteurs, ils se sont intéressés à l'excès de FiO2. Donc, on a finalement regardé chez les malades ceux qui avaient une PaO2 supérieure à 80 mm de mercure et une FiO2 supérieure à 0,5. Et on a calculé comme ça de l'exposition, de la surexposition, en déduisant à chaque fois la différence, ou en prenant la différence qui existe entre la FiO2 reçue par le malade et 0,5. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas one shot, c'est 5 jours de suite. Donc ces malades, on a 5 jours de suivi de surexposition à l'oxygène à 50%. Donc les cercles, c'est la taille des groupes, d'accord. Et puis sur l'axe des abscisses, là, ce sont différents niveaux d'exposition ou de surexposition à l'oxygène. Je pense que sans aller trop loin, c'est ce que les auteurs concluent, il existe une relation linéaire. Au cours de ces 5 jours, la surexposition à une FiO2 supérieure à 50% s'accompagne d'une augmentation de la mortalité. Alors, entre-temps, on a eu l'étude LungSafe. Alors, LungSafe, moi, je la vois passer à toutes les sauces. Bon, très bien. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, finalement, j'en parle rapidement pour dire qu'effectivement, dans cette série, dans cette étude qui a été publiée dans Critical Care l'an dernier, il n'y a pas de surmortalité retrouvée, mais avec des groupes de malades particuliers. On reviendra sur les seuils de PO2 utilisés. Là, intéressez-vous juste à la FiO2. La FiO2 médiane, c'est 0,6, 0,65. C'est quand même pas si élevé que ça, mais c'est déjà plus que 0,5. Et vous voyez que dans les groupes de malades, c'est globalement 50% de ces malades qui avaient une exposition à une FiO2 supérieure à 50%. Donc, on peut conclure qu'une exposition courte dans cette série, encore une fois, qui est une étude ancillaire d'études LungSafe, n'est pas associée à une surmortalité. Alors nous, on a conduit une étude sur 273 malades avec insuffisance respiratoire aiguë, et donc ils étaient admis avec un tableau comme ça, un diagnostic, donc ils étaient hypoxiques, mais pas obligatoirement en ARDS selon les critères traditionnels. C'est quand même des malades graves avec une mortalité à la fin de 27%. On les avait fait dans le cadre d'une étude spécifique sur le polymorphisme de la hénosynthase inductible. Et donc simplement, quand on regarde un autre aspect, puisque évidemment on s'intéressait avec le NO à la FiO2, eh bien, les malades qui survivaient avaient moins d'exposition à la FiO2 à 50%. Vous allez me dire, c'est évident, ils sont moins graves. On s'est intéressé donc dans le cadre d'une analyse multivariée avec différents ajustements. Et finalement, en dehors du fait qu'il y a d'autres choses qui ressortent comme le sepsis ou les pneumonies, lorsque les malades étaient effectivement dans cette cohorte prospective exposés plus de 48 heures à 50%, il y avait un risque de surmortalité de 3. Voilà pour la FiO2. On va passer à la PaO2, et là, c'est presque plus compliqué. Alors, traditionnellement, et vous probablement, on vit encore un peu avec ça. En tous les cas, moi, ça a bercé mes premières années d'internat. Et parfois, on a du mal à en sortir. Mais on se dit, bah voilà, la PO2, c'est 55 mm de mercure à 80 mm de mercure. Je ne vous ai pas mis la diapo. On avait repris toutes les études du NIH, toutes les études sur la RDS. Il n'y en a aucune qui est dans cette fenêtre-là. Ils sont tous supérieurs à 80. C'est plutôt 75, 85, 90. Mais ça reste marqué. Il faut obtenir 55 à 80. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres auteurs pour cette balance hypoxie-hyperoxie qui disent peut-être qu'il faudrait aller à peine plus haut, sauf que peut-être qu'on est toxique quand on va utiliser des PaO2 plus élevés. Alors, le premier papier qui met un peu un pavé dans la mare, c'est cette étude rétrospective hollandaise. Grosse cohorte de malades, c'est une base de données prospective, 50 services de réanimation, avec, vous voyez, détaillé la nature des malades. Ils ne sont pas très hypoxiques au départ. Ce qui est intéressant, c'est que la relation qu'ils ont établie entre la PaO2 et la mortalité est curvilinéaire. Au debout, ça augmente. Ça augmente dans les PaO2 basses. Ben ça, tout le monde se dit, attention, 55, je suis hypoxique, il est tout bleu, ton malade, il ne va pas bien. Mais finalement, trop rose, c'est peut-être pas bon non plus. En tous les cas, c'est ce que ces auteurs montrent. Et sur cette courbe-là,
où en fait c'est la mortalité standardisée sur l'IGS-2, on voit que finalement la bonne zone c'est 75, 80, 85, mais que quand on est inférieur à 70, on a plutôt une tendance à la surmortalité, et quand on est supérieur à 150, 200, on a aussi une tendance à la surmortalité. Et donc peut-être qu'il faudrait rajouter une quatrième case qui est d'un risque toxique de la PaO2. Et est-ce que vraiment on a des éléments pour le dire? Là, je vous ai représenté les dernières études publiées. Ce sont des études prospectives, randomisées, concernant des niveaux hauts et bas de PaO2. Donc en rouge, c'est les valeurs hautes, les objectifs des études. Et en bleu, ce sont les valeurs basses. Je vous ai fait la... Alors, peut-être juste parce que je l'ai rajouté sur la diapo, vous voyez que la plupart de ces études ont exclu la RDS. Il y en a deux, celle de Pierre Asfar, où il y a globalement 50% de malades avec un ARDS, et l'étude qu'on a conduite à Besançon, et en France, en tous les cas initiée au départ chez nous, et où il ne s'agit que de malades ARDS. Dans l'étude de Lanzix, l'étude de Mackel, il y a une faible proportion de malades avec un ARDS, et dans l'étude, pareil, qui a été publiée récemment par l'équipe danoise, il y a là aussi finalement un nombre relativement faible de malades qui ont une atteinte respiratoire sévère. C'est parce que ça va peut-être avoir du sens. Ça, ce sont les niveaux de saturation. Alors, je vous rappelle que quand la PaO2 atteint un certain seuil, la saturation elle est à 98, 99, 100, ça ne change rien. Qu'on ait une PaO2 à 200, à 100 ou à 90, globalement, la saturation est à peu près identique. Donc, ce qui explique qu'on a des losanges rouges à peu près à la même hauteur. Et on voit bien qu'il y a des niveaux en termes de saturation qui sont un peu différents, avec des seuils bas. Et en tous les cas, c'était l'idée de l'étude locaux, vraiment d'aller chercher la partie la plus basse en se disant c'est ce qui va être toxique, c'est les basses FiO2. Alors je vous ai dit, problème, c'est combien de temps ça dure? Ben voilà, 3 jours dans l'étude de Yang en 2014, toute la durée des ICU dans Oxygène ICU, l'étude italienne, 24 heures pour l'étude de Pierre Asfar. La durée du séjour en réa pour Yang, l'équipe de Lanzix, c'est 5 jours. Notre étude, c'était 7 jours. Et pour l'étude danoise, c'est toute la durée du séjour jusqu'à 90 jours. Quel est le nombre de malades inclus dans ces études? Évidemment, quand on mélange tout, dans l'étude par exemple de Lanzix, de Mackel, il y a 20% d'arrêt cardiaque, il y a 30% de patients avec des troubles neurologiques. Dans l'étude Hot ICU, il y a 70% de malades intubés, donc il y a 30% de malades non intubés. Donc les cohortes sont complètement différentes et la typologie des patients, comme je l'ai dit, est différente. Qu'est-ce que ça donne en matière de décès dans ces études prospectives? Ce sont des études prospectives randomisées. Ce n'est pas du avant-après, ce n'est pas des études de cohortes, ce n'est pas des études rétrospectives. Eh bien, donc, vous avez bien compris que ce qui est à l'horizontale, c'est qu'il n'y a pas de différence entre haut et bas. Et quand ça monte, c'est qu'il y a une augmentation de la mortalité. En rouge, c'est parce que c'est le rouge qui est plus toxique que le bleu. Et quand c'est en bleu, c'est le bleu qui est plus toxique que le rouge. Et donc, c'est des différences dans lesquelles il y a effectivement une augmentation de la mortalité lorsqu'on utilise ces seuils hauts dans ces études. Donc, l'étude qui a été publiée dans le New England à propos de l'étude LOCO2, donc on comparait 55 à 70 mm de mercure. Et on a, après ajustement sur ces paramètres, une augmentation du risque de décès dans le bras avec une oxygénothérapie basse de 55 à 70 mm de mercure. Alors, je vais passer aux malades rapidement. Et pour revenir sur l'étude, et notamment l'étude ancillaire de l'étude Hyper2S, ces groupes de malades avec sepsis, dans les premières 24 heures, ils sont exposés à des PO2 finalement, 277, 210, vous vous rappelez là, le seuil dans la première étude, je vous ai curvilinéaire. C'est bizarre, on n'en est quand même pas si loin que ça. Et donc, finalement, ce seuil haut, quand on regarde en détail avec un modèle de Cox, une régression en utilisant ce modèle-là, finalement, hyperoxie, ça fait quand même moins bien que normoxie. Il y a effectivement une augmentation de la mortalité chez ces malades qui ont une hyperoxie. Et donc, quand on rajoute dans les études, les deux études ancillaires, et nous, on n'a pas encore sorti la note, mais on espère bien y arriver, dans l'étude ancillaire de Pierre Asfar, il y a une augmentation de la mortalité de 51 versus 59 lorsqu'on les expose à l'hyperoxie. Et dans l'étude de Paul Young, qui est l'étude ancillaire de l'étude de Lanzix, il y a une augmentation de la mortalité dans le bras bas. Donc trop bas, c'est pas bon, et trop haut, c'est pas bon pour les malades septiques.
Alors l'oxygène, eh ben, finalement, je vais rappeler qu'il y avait depuis longtemps cette dualité entre le haut et le bas, et puis peut-être le fait que c'était un médicament qu'on ne prescrivait pas comme un médicament. Eh ben, c'est un peu plus compliqué. J'espère pas vous avoir perdu. Ça serait trop simple de dire il n'y a qu'à régler la FiO2. Non. Il y a le patient, il y a la pathologie. J'espère vous avoir convaincu, mais j'ai passé sous silence la traumatologie, la chirurgie, j'ai passé l'arrêt cardiaque, ce n'était pas le propos. Mais si on ne prend pas en compte la pathologie, probablement qu'on va méconnaître une partie des risques. Et donc, c'est un équilibre à trouver entre PaO2 et FiO2 et cette interaction. Et j'espère aussi vous avoir donné aussi un peu ces informations concernant le temps. C'est probablement pas la même chose. C'est connu, par exemple, pour l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, si on fait une réanimation avec de l'oxygène initial, c'est mieux que si on n'en fait pas. Mais après, c'est mieux si on en fait moins que trop. Donc, c'est un problème certainement plus complexe que l'on voudrait. Et oui, l'oxygène est toxique, mais ça demande en tous les cas de l'utiliser comme un médicament en respectant les mêmes règles et donc de ne pas considérer que ça peut s'utiliser sans réfléchir. Je vous remercie.